messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, 2 femmes âgées mortes dans l'effondrement d'un bâtiment aux Parcelles Assainies cet après-midi. Comme 145 domiciles dans ce quartier de la banlieue de Dakar, cette maison menacée ruine, drame survenu en début d'après-midi. Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue politique. Le F24 décline l'invitation du chef de l'État Macky Sall. La nouvelle plateforme des forces vives de la nation annonce un rassemblement le 12 mai. Premier acte du plan d'action contre les velléités de 3e candidature du président Sall. Dans l'actualité également, la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée aujourd'hui avec le grand bond en arrière du Sénégal. Notre pays recule de 31 places dans le classement RSF. Situation qualifiée de problématique, mais que disent réellement les faits? Décryptage dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Fin de vie tragique pour 2 femmes aux Parcelles Assainies, âgées de 64 et 94 ans. Elles sont mortes écrasées dans l'effondrement de la dalle de leur chambre. Selon plusieurs témoignages, ce bâtiment en question menace ruine comme plus de 145 maisons dans ce quartier de la banlieue de Dakar. Voyons tout cela avec Ibrahim Khan. À l'unité 15 des Parcelles Assainies, voisins et riverains sont sous le choc. Devant le lieu du drame, un cordon de sécurité empêche tout accès à la maison. 2 dames ont perdu la vie suite à l'effondrement d'une dalle dans cette maison. Il y avait au départ 2 dames dans les décombres. Le travail nécessaire a été fait. Les corps ont été extirpés des décombres. Et le pompier vient de les amener directement. Donc c'est une situation que nous regrettons et qui appelle aussi en tout cas que chacun essaie de prendre ses responsabilités pour qu'une pareille situation quand même ne se reproduise plus. 5 personnes se trouvaient à l'intérieur. Les 3 autres sont sortis indemnes de l'incident. Selon certaines informations, le bâtiment dont la dalle s'est effondrée menaçait ruine. Une situation devenue banale aux Parcelles Assainies, selon le maire. Nous avons aujourd'hui au niveau de la commune des Parcelles Assainies dénombré 145 maisons dans cette situation. Nous, ce qu'on peut faire, c'est d'abord interpeller les propriétaires. Et ça, on a déjà fait ce travail-là. À présent, on attend parce qu'on n'a pas quand même la légitimité de venir démolir une maison sans pour autant qu'on puisse avoir une certaine légitimité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ça c'est une preuve. Alors que l'hivernage se pointe à l'horizon, le ministre en charge de la sécurité de proximité promet des mesures pour faire face à tous les bâtiments qui menacent ruine au Sénégal. Nous venons de finaliser la stratégie nationale de protection civile du Sénégal. Avec les autorités territoriales, nous avons également identifié tous les bâtiments menaçant ruine dans le pays sur toute l'étendue du territoire national. Les 2 corps sans vie ont été extirpés des décombres puis acheminés à l'hôpital par les agents des sapeurs-pompiers. L'État promet tout son soutien à la famille Camara, victime du drame. Oui, vraiment, et un danger similaire guette les populations à Yoff Tongor où des maisons risquent de s'écrouler également. L'alerte est lancée par les populations elles-mêmes dans ce quartier. La nappe phréatique peu profonde remonte à la surface et inonde les habitations. Craignant le pire, des habitants ont préféré tout bonnement quitter leur domicile. On voit tout cela avec Dissa Prera et Diafaraba. Dans sa maison à Yoff Tongor, Ndeye Marie Traoré avec sa famille ne peut plus vivre au rez-de-chaussée du bâtiment. La cause de ces désagréments, un sol perméable et une nappe phréatique peu profonde. Nous passons des journées entières à aspirer, mais quelques heures juste après avoir aspiré, l'eau ressort. On ne sait plus quoi faire. Nous avons construit nos maisons sur une nappe phréatique peu profonde. Nous, on ne savait pas. Mais depuis l'année dernière, nous avons constaté ce problème.
Une situation notée depuis l'hivernage 2022 et un an après ce que les riverains espéraient être un phénomène passager est devenu une préoccupation de tous les jours. La situation est aggravée parce qu'on avait l'année dernière remblayé certaines ruelles du quartier. C'est pourquoi les maisons aujourd'hui ont commencé à être inondées d'eau. Nous en appelons à l'aide des autorités. Sinon, toutes nos maisons vont être envahies par les eaux et peuvent finir par tomber. Situées entre l'autoroute Mamlimamoulaye et la mer, certaines maisons de ce quartier de Yoff sont déjà débarrassées de leurs occupants. L'humidité des bâtiments devient un danger public pour les propriétaires. Merci Dissa. Campagne pré-hivernale, le ministre chargé de la prévention et de la gestion des inondations a effectué une visite de chantier à Kaffrine, visite des infrastructures pluviales. Le niveau d'exécution des travaux est rassurant selon l'autorité. Toujours concernant cette campagne pré-hivernale à Kaolack, cette fois-ci, la municipalité veut réhabiliter le marché central, mais aussi fermer les canaux à ciel ouvert. Budget des différentes opérations, des différents travaux, près de 500 millions de francs CFA. On a tout cela avec Ousmane Dem et Faligaï. Pour lutter contre les inondations à Kaolack, il faut impérativement statuer sur le cas du marché central où des cantines sont installées sur des canalisations. La nouvelle équipe municipale a pris l'engagement de réhabiliter le marché de Kaolack. Oui, c'est des emprises que nous avons trouvées sur place dès notre arrivée, mais on est en train de régler tous ces petits problèmes-là. Et je pense qu'avec le programme que le maire va mettre en place, le programme de rénovation du marché de Kaolack et des autres marchés de la ville, tous ces problèmes-là vont être réglés de manière globale. Les inondations avec leur lot de conséquences constituent une préoccupation pour la mairie de Kaolack qui se lance ainsi dans une campagne pré-hivernale. Aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de préparation pré-hivernale dans la commune de Kaolack dès le mois d'avril, parce que vous savez, l'année dernière, dès le 5 mai 2022, on a commencé à recevoir les premiers pluies au Sénégal. Et cette année, pour anticiper, nous avons lancé la campagne de curage, campagne aussi de reprofilage des canaux et des bassins, et campagne aussi de fermeture des canaux pour ne pas être surpris par l'hivernage. Des dispositions seront prises pour fermer certains canaux à ciel ouvert. La municipalité a voulu par ailleurs lancer ce message à l'endroit des populations. Nous lançons un appel solennel à la population kaolackoise à plus de vigilance, mais aussi à plus de gestion des déchets, mais surtout les canaux qui seront curés, nettoyés au profit de la population. La mairie fera le maximum pour fermer certains canaux. Mais il y a des canaux, vu la contrainte et la situation, c'est déconseillé de les fermer. Donc dans ce cas, nous lançons un appel à la population à éviter de verser des déchets dans ces canaux. Le budget alloué à l'assainissement par la nouvelle équipe municipale de Kaolack s'élève à plus de 420 millions francs CFA. Merci Ousmane. À la une de l'actualité également, fin de garde à vue, le journaliste Babacar Touré placé sous contrôle judiciaire. Il est inculpé de diffamation, diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté et de la presse, Reporters sans frontières dénonce la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes au Sénégal. Notre pays, vous le savez, a reculé de 31 places dans le classement RSF 2023. La situation est jugée problématique selon RSF. De la 73e place, le Sénégal se retrouve à la 104e. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Mardiang. Ils sont tous unanimes, le Sénégal a connu un net recul dans ce classement de Reporters sans frontières sur les libertés de la presse de cette année, alarmant pour les journalistes. Écoutez, c'est une position très alarmante. Le Sénégal avait l'habitude d'être parmi les meilleurs en termes d'exemple de pays qui respectent la liberté de la presse. L'année dernière, on était à la 71e, cette année, on a 31 places de moins. Par rapport à l'année dernière, c'est assez préoccupant. Il faut se désoler de la chute vertigineuse du Sénégal, 31 places en une année. Mais quand vous faites la comparaison sur les 2 ans, ça veut dire que nous avons perdu 55 places. En 2022, 24 places. Et en 2023, 31 places. C'est quand même beaucoup. Et en 2022, quand nous avons perdu les 24 places, nous avions alerté
pour dire que ça ne va pas dans la bonne direction. Il faut rectifier les choses. 61e place en 2022, 104e place en 2023, un dégringolade de 31 places. Tout ceci est dû à l'incarcération de journalistes au Sénégal. Certains même sont menacés dans l'exercice de leurs fonctions. C'est lié un peu à tout ce qui s'est passé dans le secteur des médias, avec des journalistes qui ont été arrêtés, souvent qui se sont plaints donc d'attaques ou en tout cas d'agressions de la part de forces de l'ordre. Mais également, il faut le signaler, il y a eu des journalistes qui ont été la cible d'attaques, de menaces de la part de personnels politiques. La judiciarisation à outrance, je pense qu'il ne faut pas amener toutes les affaires en justice. Les journalistes pensent qu'il est temps qu'on déprisonnalise les délits à défaut de les dépénaliser et saisir le tribunal des pairs tel que le CORED en cas de faute. Qu'on déprisonnalise les délits de presse. Si on ne peut pas les dépénaliser, au moins qu'on procède à la déprisonnalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un citoyen se sent diffamé ou considère qu'un journaliste lui a fait du tort, dans la loi sénégalaise, on doit obliger ces citoyens à saisir le CORED d'abord. Ça s'appelle le CORED, où les gens peuvent venir se plaindre. Et il y a un tribunal des pairs qui peut trancher ces affaires-là. Plus en plus, les gens puissent nous faire confiance, ça nous évitera ces classements-là. Parce qu'un seul journaliste en prison, ça impacte négativement. Je n'en parle pas de deux. La liberté de la presse est très visible au Sénégal pour certains journalistes, mais bute sur certains écueils. Et là, c'est une réalité, mais elle est chahutée, il faut le dire. Parce que si, par exemple, vous prenez le code de la presse, la dépénalisation des délits de presse, c'est à la mode dans toutes les démocraties modernes. Même dans les pays de la sous-région, beaucoup de pays ont dépénalisé. Le Sénégal ne veut pas dépénaliser. Un journaliste, un technicien des médias ne doit pas être inquiété. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. S'il s'agit d'une autre affaire, nous sommes des justiciables comme tous les autres. En cette journée internationale de liberté de la presse, le Sénégal a beaucoup régressé. Un recul qui inquiète le monde des médias. Le Sénégal avec la Tunisie sont les deux pays qui ont nettement reculé dans ce classement dans la zone Afrique. Et arrêtons-nous sur les conditions de travail des correspondants régionaux, conditions éprouvantes à bien des égards selon l'ancien reporter Achille Niang, rencontré par notre équipe à Louga. Tierno-Fall. La liberté de presse, l'un des piliers fondamentaux d'une démocratie saine, est actuellement mise en mal au Sénégal. C'est du moins ce que pense Achille Niang, journaliste à Louga. On a noté un recul de la liberté de la presse au Sénégal. Il y a des indicateurs pour un peu mesurer donc, le degré d'évolution de la liberté de presse. Entre autres, on a noté que ces derniers temps, il y a beaucoup d'arrestations au niveau donc des journalistes. Il dénonce le nombre alarmant d'arrestations de journalistes, suscitant des inquiétudes quant à la protection des droits de l'homme et de la liberté d'expression dans le pays. Donc on peut dire que notre profession à la limite même est menacée. Parce que le travail d'un journaliste, c'est un travail auteur d'homme, c'est un travail humain. Et l'erreur est humaine, on peut commettre même des erreurs, des lapsus, même des actes manqués dans notre travail. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on mettre un épée de Damoclès au-dessus de nos têtes pour que, à la moindre incartade, à la première erreur, qu'on nous convoque et on nous mette en prison. En tant qu'ancien correspondant de Walfadjri à Louga, Achille Niang a également profité de cette journée pour lancer un plaidoyer en faveur des correspondants régionaux qui travaillent dans des conditions très difficiles. Les correspondants régionaux abattent un travail mais extraordinaire. Le gros même lot du travail dans les grandes rédactions. Ils sont au four et au moulin, dans un grand espace, dans des conditions extrêmement difficiles, et que ce travail mérite une reconnaissance de la part des rédactions, mais aussi de la part de l'État. Pour le directeur de la radio Ndiambour FM, il est impératif que les autorités sénégalaises prennent des mesures concrètes pour protéger la liberté de presse et garantir la sécurité des journalistes.
Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue politique. Le F24 décline l'invitation du président Macky Sall. La nouvelle plateforme des forces vives de la nation annonce un rassemblement le 12 mai prochain et ce sera le premier acte du plan d'action contre les velléités de troisième candidature du président de la République Macky Sall. Réaction de quelques membres du F24 en marge d'une conférence de presse tenue cet après-midi, propos recueillis par Maïmouna Diaye. On préfère venir adhérer aux forces du peuple que d'aller dans ce dialogue de sourds organisé par Macky Sall pour couper la tête aux opposants. Nous préférons de loin venir faire partie de ce mouvement, de cette plateforme qui regroupe une centaine de mouvements, que d'aller répondre au dialogue. Les raisons qui m'ont poussé à adhérer, à signer la charte, c'est principalement deux choses. La première chose, c'est l'appel à l'apaisement qui nécessite une prise de position claire et nette de la non-candidature du président de la République, le président sortant. La deuxième chose qui explique et justifie ma signature, c'est le désir profond qu'on élimine véritablement la question des parrainages qui constituent aujourd'hui un véritable obstacle. La non-participation du président de la République, l'actuel président Macky Sall, aux élections du 24 février 2024, mais aussi sauvegarder certains intérêts des Sénégalais, à savoir partager avec eux toutes leurs préoccupations et lutter aussi contre l'injustice, l'impunité, mais aussi poser des plans d'action concrètes qui puissent donc mener le Sénégal donc vers un véritable développement, mais aussi partager les mêmes convictions et faire de telle sorte que demain, si les élections doivent être organisées, que le président de la République les organise, mais qu'il ne participe pas à ces élections. Tout autre chose à présent, recasement des mécaniciens de Dakar, 500 garages modernes à Diamniadio, la Zampa, la zone d'activité des mécaniciens inaugurée hier, vous le savez, par le chef de l'État Macky Sall. Ce projet va faciliter les opérations de désengorgement selon des autorités dakaroises. Reportage Cherche Diop et Pape Sangonibay. 400 ateliers et 88 magasins, entre autres sur plus de 600 hectares, un site logé à Diamniadio que le président Macky Sall a octroyé aux mécaniciens. C'est la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile. Une solution à l'anarchie. Ça nous permettra, je crois, à ce niveau-là, non seulement de maintenir un cadre de vie adéquat, avec des aménagements paysagers adéquats, ensuite une mobilité aussi urbaine, et diminuer les risques d'incendie, les risques de salubrité et surtout de sûreté. C'est une très bonne chose. Je souhaite aussi que d'autres s'en suivent. Il y a aussi les menuisiers quelque part. À la Médina, je vous donne le cas de la Médina. De la rue 6 vers la Corniche, c'est-à-dire dans le quartier Guy Mariama, partout il y a les menuisiers qui sont dans les rues. On les comprend, ce sont nos familles. Donc on doit les penser à les aider aussi, à les trouver quelque part où travailler. Parce que ce sont des Sénégalais qui ont besoin de gagner leur vie. Les mécaniciens avaient fini de mettre partout à Dakar des garages sur les rues, dans les grandes artères. C'était une difficulté. Une fois qu'ils quittent ces rues, il y aura une fluidité, forcément. Donc aussi, ça leur permettrait d'investir davantage dans de grands ateliers comme en Europe. Donc je pense que ça a été une très bonne idée. Un changement de cadre de vie, un soulagement pour les municipalités et une respiration pour les villes. Une fois que les mécaniciens quittent, nous allons essayer au moins de rendre jolies ces grandes artères, de mettre des fleurs, de paver les routes. Vraiment, parce que c'était un peu difficile, parce qu'il y avait plus de sécurité, il y avait, les enfants jouaient autour, et quand ils essayaient leur voiture aussi, c'était toujours un problème. Il y a même des ateliers qui étaient devant les écoles. Donc ça nous permet au moins de sécuriser notre zone. C'est comme un appel à une organisation plus efficiente du secteur. Tous les mécaniciens doivent rejoindre la zone d'activité des mécaniciens et professionnels de l'automobile. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'ils s'organisent, qu'ils mutualisent leurs forces pour que quand même qu'on puisse comprendre quand même que c'est devenu un impératif. Ce n'est plus maintenant une question de choix, c'est devenu maintenant une exigence pour que les gens quand même acceptent de travailler. En dépit des ateliers et magasins,
Cette zone est aussi dotée de bâtiments administratifs, de lieux de culte et d'un poste de gendarmerie. Merci, cher. Retour des tirailleurs sénégalais. Dans tout le quartier, on attendait avec impatience ce moment de bonheur, le retour du grand-père, ami et voisin Oumar Diémé. L'accueil fut royal à son domicile. Reportage Abdoulaye Diop. Un accueil triomphal réservé aux tirailleurs oumardiennes de retour au bercail. La famille lui a préparé une surprise. Je ne savais pas qu'on allait faire des surprises. Depuis l'aéroport jusqu'à la présidence, jusqu'à même chez l'ambassadeur, l'accueil, moi ici, on m'a accueilli ici comme un roi. Cette photo a été prise avant la guerre d'Indochine. Ces photos de gloire sont affichées presque partout dans la maison. Depuis son retour, le vieux de 91 ans fait le tour du quartier pour remercier ses voisins. Il y a 30 ans, il a confié la construction de sa maison à cette voisine, devenue presque un membre de la famille. Quand je construisais ma maison, elle seule était au courant, même pas la famille. On a beaucoup prié pour qu'il gagne le combat et qu'il revienne en paix. L'administration française n'avait pas considéré à juste valeur les sacrifices qu'ils ont faits pour la gloire de la France. Lorsqu'on se rendait à la préfecture pour déposer des papiers, on disait vous ne travaillez pas ici, alors qu'on a fait la guerre pour la France. Maintenant qu'ils ont eu gain de cause, les tirailleurs sont fiers de leur retour au pays. Mais si l'occasion se présente à nouveau, Oumar Diémé va-t-il s'engager avec l'armée française? Si c'était à refaire et qu'on est toujours colonisé, bien sûr, c'est une obligation. Mais si c'est juste pour leur apporter de l'aide, ah non, merci. Reconnaissons les efforts qui ont été fournis par la France et le Sénégal pour se rattraper. Ils se sont privilégiés, mais il en vaut plus. On a fait des démarches pour que nos enfants puissent bénéficier de nos privilèges, parce que si on le fait, on perd si on meurt. Après Parcelles Assainies, Oumar Diémé prépare un voyage en Casamance, espérant un accueil chaleureux dans son village natal. Merci beaucoup Abdoulaye. Dans l'actualité sportive, basket, assemblée générale élective de la FSB, l'Union des anciens basketteurs et basketteuses du Sénégal, la convergence pour le renouveau du basket et Kër Magni apporte son soutien au candidat à la présidentielle de la Fédération sénégalaise de basket, compte rendu de la conférence de presse, Cher Salihou Diarra à Motouba. Le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de basketball, Mamadou Pathé Keïta et ses alliés, ne croient pas à la tenue des élections à la date du 27 mai prochain. Il dénonce plusieurs manquements et un certain parti pris du comité électoral en faveur du président sortant. Le président de la Fédération et ses hommes n'ont même pas l'élégance de mettre à la disposition du candidat déclaré, M. Mamadou Pathé Keïta, le fichier électoral gage d'un déroulement transparent de la prochaine élection de l'équipe qui doit diriger le basketball sénégalais dans les 4 prochaines années. Les agissements et le silence coupable des membres du comité électoral sur ces pratiques tendant à biaiser sciemment le processus électoral dénotent une complicité criarde de ces derniers. Nous interpellons la tutelle sur l'intérêt de reporter la date de la prochaine assemblée sous peine d'hypothéquer les succès attendus des prochaines joutes internationales, mais également d'acter la division de la famille du basketball sénégalais. En tout cas, pour nous, les membres de la famille du basket,
nous entendons user de tous les moyens légaux. Pour eux, la candidature du président sortant, Maître Babacar Ndiaye, n'est pas aussi légitime. Il est clair que les dispositions de l'arrêté ministériel, qui ne sauraient être en dessous des statuts et règlements régissant le fonctionnement de l'association sportive, n'ayant pas été respectées, ces modifications ne peuvent en aucun cas faire foi pour la prochaine Assemblée générale élective. De ce point de vue, l'inéligibilité de M. Babacar Ndiaye ne souffre d'aucune équivoque. À quelques semaines de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de basketball, l'interprétation des textes qui régissent la discipline au Sénégal est encore au cœur du débat, en lieu et place des programmes des candidats. Toujours le Camerounais Joel Mbide, élu meilleur joueur de la saison régulière de la NBA 2023. Une reconnaissance saison 2022-2023, une reconnaissance pour le basket africain et une source de motivation pour les jeunes du continent selon l'agent de joueur Olivier Mazé avec Chersad Boudjara. Vraie reconnaissance de plus pour le basket africain, pour tout le basket du continent africain. Après Antetokounmpo, maintenant Joel Embiid qui est élu MVP du meilleur championnat du monde de basket. C'est une reconnaissance pour la formation africaine, c'est une reconnaissance pour les académies qui travaillent en Afrique, dans tous les pays, ici particulièrement au Sénégal aussi. C'est inspirant, c'est une reconnaissance et je crois que ça doit être un motif d'espoir pour tous les formateurs et aussi pour tous les joueurs du basket sénégalais. Le basketteur en général, même pas que africain, c'est pour moi deux mots: la discipline et l'exigence. C'est-à-dire que la discipline, c'est la discipline de travail, être capable de travailler avec la même ardeur, la même force, même après les moments difficiles, même quand c'est dur, de répéter ces gammes, d'être vraiment, encore une fois, dans une recherche de perfection constante. Les plus grands joueurs qui ont joué dans ce sport, les Kobe Bryant, les LeBron James, les Michael Jordan pour les plus anciens, ce sont des joueurs qui étaient obsessionnels du travail, dès le plus jeune âge, d'essayer de passer le plus de temps possible à se perfectionner, d'essayer toujours d'atteindre le niveau supérieur, de ne jamais se satisfaire. Si le basketteur sénégalais, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, est dans cette dynamique de vouloir constamment s'améliorer, alors oui, il pourra vraiment maximiser son potentiel. Mécanique 4 ans de plus pour Abdou Cham, réélu président de la Fédération sénégalaise d'automoto après un vote consensuel. Sa réaction après son élection avec Chersad Boudjara et Amadou Ba. Mandature qui est en train de venir. Ce qui est important, c'est qu'on consolide les acquis qu'on a réussi à conserver malgré, je vous dis, cette coupure du Covid quand même qui a été très difficile. Et à l'avenir, nous sommes en train de rejoindre la FIM, donc la Fédération internationale de moto. J'espère qu'on va pouvoir boucler le dossier relativement vite. Et par ailleurs, pour la partie FIA, on est en train de rejoindre la partie mobilité, donc qui va s'occuper particulièrement des problèmes de sécurité routière au regard de l'actualité déchirante que nous avons en ce moment au Sénégal. Nous sommes et nous resterons de toute façon un sport confidentiel au Sénégal pour l'instant, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des passionnés et que ces passionnés aient le droit de s'exprimer. Mais... Le premier écueil que nous avons, c'est que nous pratiquons un sport qui est relativement cher. On peut espérer qu'avec la classe moyenne qui est en train de grossir très rapidement au Sénégal, on va pouvoir élargir notre champ d'action. Ceci étant, il y a des disciplines qui reviennent moins chères, comme le Jakarta, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et il y a certainement des axes à développer et des idées et des innovations à apporter. Fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulaye Der qui reçoit le journaliste Mamoudou Ibra Kane. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.